Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Business et moi, le podcast. Je suis Amélie Richard et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors on va découvrir dans cet épisode le parcours entrepreneurial de Franck Moustier qui a cofondé l'entreprise Alpes Techniques Kinematics, dite ATK, dans les environs de Grenoble. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à la filière industrielle. C'est une filière passionnante on a beaucoup d'entrepreneurs dans ce domaine-là en France et c'est ce que je veux également mettre en avant dans ce podcast. Alors, vous allez découvrir le parcours de Franck qui fait preuve d'un déterminisme à toute épreuve depuis son enfance et vous allez voir que Franck adore se lancer des challenges. On va découvrir dans cet épisode les clés de la réussite entrepreneuriale de Franck, puisqu'il a depuis 3 ans son entreprise avec aujourd'hui une dizaine de personnes. Et on va découvrir notamment l'adaptation dont il a fait preuve, puisqu'il voulait au départ procéder à un rachat d'entreprise. Il a finalement créé de toutes pièces son entreprise. On va voir également un autre point fort dans le parcours entrepreneurial de Franck, qui était qu'il voulait absolument une association. Donc il a trouvé en la personne de Lucien. Et on va également voir à quel point Franck n'a pas hésité en fait à retourner sur les bancs de l'école ou à réaliser des formations complémentaires dès qu'il en ressentait le besoin. Ça c'est un élément hyper pertinent. Et ensuite on va découvrir le style de management de Franck qu'il souhaite insuffler à son équipe, notamment en passant par la confiance et l'autonomie. Je vous souhaite une très bonne écoute, je vous laisse en bonne compagnie et j'espère que vous allez adorer cet épisode autant que moi. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, bienvenue Franck, bienvenue sur le podcast de Business et moi. Alors, c'est très gentil, tu m'accueilles chez toi aujourd'hui. Alors Franck, je vais te laisser déjà te présenter avec tes mots. Ok. Donc j'ai eu 40 ans il y a une semaine, hein, ça y est, dans le grand bain. Ça y est. Ouais, pas trop dur? Bah non, il n'y a pas de transition en vérité. non, c'est... Avant, après. En fait, c'est juste le changement de décade. Donc en fait, vu que c'était la 3e décade, il fallait bien migrer à un moment donné à la 4e. Ouais. C'est un peu comme quand tu es salarié et que tu jettes dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Ouais. Donc c'est à peu près le même truc, il n'y a pas d'appréhension. Moins d'appréhension que créer une boutique par exemple. Ouais. Ou d'aller se lancer sur un trail. Donc alors moi j'ai un background assez particulier au niveau des études parce que à un moment donné je savais pas ce que j'avais envie de faire, donc j'étais en lycée classique. J'avais redoublé ma seconde parce que j'étais un peu turbulent à l'époque et que j'ai préféré m'amuser que travailler. Bon, à chaque époque suffit sa peine, hein, donc voilà. Et donc je suis parti dans une filière professionnelle qui m'a redonné goût au travail, dans le sens où j'ai compris ce que c'était que travailler devant une machine-outil tous les jours. J'avais 45 heures de cours par semaine, donc c'était assez conséquent. Ouais, c'est dense. Ouais, c'était assez dense. C'est rare. Et donc, donc je suis arrivé là, dans un milieu que je connaissais pas du tout, le monde de la mécanique, puis le monde ouvrier, en fait, voilà. Et donc, venant d'études classiques, schéma classique, ça m'a fait il y a eu une rupture quand même qui s'est créée. Voilà, Qu'est-ce que tu as fait du coup comme... j'ai fait un BEP génie mécanique. Voilà. Donc j'avais beaucoup de cours qui étaient liés à la mécanique classique, plus la moitié de mon temps, voire 60% de mon temps, à l'atelier. Voilà, donc j'ai fait un BEP et après j'ai repris un bac STI, toujours dans la mécanique. Alors c'est des bacs, je trouve, qui étaient peu reconnus à l'époque. Exactement, et qui le sont beaucoup plus aujourd'hui et qui finalement, je trouve, ont l'intérêt d'aller directement sur l'essentiel, sur l'apprentissage que tu as envie de faire en fait. Et c'est vrai que quand tu baignes dans un milieu où on te parle de choses qui sont hyper floues, génériques, je sais pas, moi à un moment donné j'avais besoin de pragmatisme
Et là, j'ai vu ce que c'était que se servir de ses mains, parce que au-delà fait de bricoler avec mon grand-père, faire du jardinage ou autre, j'avais aucune, parce que mon père n'est pas du tout bricoleur, et donc je ne savais pas me servir de mes mains, et c'est à ce moment-là que, entre guillemets, j'ai mis le pied à l'étrier dans le monde technique et le monde professionnel. Et ça m'a entre guillemets, ça m'a redonné le goût aux études et de me dire, bah tiens, cette filière dans laquelle je me suis inscrit, et ben, correspond bien à un schéma dans lequel je voudrais vivre d'ici 2 ans si j'ai le bac, 4 ans si j'ai un bac plus 2, et voire plus. Et ça m'a donné mon objet. En fait, quand j'étais en BEP, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une école d'ingé, parce que j'avais discuté avec des profs là, et qui m'avaient dit, ben, franchement, l'ingénierie, c'est ça. Et voilà, donc ça m'a stimulé, ça a créé une rupture en moi, et je me suis remis à bosser à fond. Et voilà, et puis ben, j'ai repris, j'ai gravi les échelons les uns après les autres. Et puis ben, bac STI, IUT génie mécanique et productique. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir intégrer une école d'ingénieur. Et là, par contre, j'avais toujours une dominante mécanique, mais avec une ouverture sur le monde de la plasturgie. D'accord. Et ça a été une révélation. C'est génial. Ouais. Alors ton école, tu l'as fait à quel endroit ? Je l'ai fait à Lyon, à l'INSA. Et l'INSA avait absorbé l'école supérieure de plasturgie peut-être 3 ans ou 4 ans avant. C'est une chance. Oui, c'était une chance, une opportunité, parce que ben, en fait, la première année était en tronc commun avec génie mécanique et conception à Lyon, et ensuite on est parti sur le site de l'école supérieure de plasturgie à Oyonnax. Donc là, on a été baigné au milieu du conglomérat, de la Plastic Valley, de tout ce qui est lié au monde lié à la plasturgie. Donc là, on a eu pas mal de visites d'entreprises, trucs comme ça, et donc ça te permet justement de te dire, découvrir un nouveau monde encore, parce que la mécanique, ça reste la mécanique, mais la plasturgie, c'est un champ dont on n'avait jamais parlé jusqu'à présent, et c'est top, quoi. Complètement différent. Ouais. Alors après, Oyonnax, c'est clair. Ça, c'est encore autre chose. Ça change, parce qu'effectivement, toi, croire aussi un pur et dur à Oyonnax, ça, pour le coup, ça a été une gifle. C'est une gifle culturelle aussi. Pas de bar, pas de boîte de nuit. Alors par contre, il y avait un environnement, un décor, le Jura, qui était fantastique à côté, donc on s'est éclaté d'une autre manière. Alors il y avait plein de copains sur place, mais on a fait beaucoup de sport, quoi. Ouais. On en faisait déjà pas mal avant, mais alors là, c'était le paroxysme, nickel, quoi. Ouais. Et puis, le fin d'année d'études, c'est donc en 5e année, stage de 6 mois. Et là, en fait, je me suis dit, no way, rester sur Oyonnax. Donc j'ai essayé de trouver le stage quasiment le plus loin que ce que je pouvais trouver géographiquement de Oyonnax. Et j'ai atterri sur l'île de Java, en Indonésie. Oui, trop bien. À fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Je me rappelais plus du tout. Ouais. Et alors là, ça a été l'euphorie pendant à peu près 8 mois. Ouais, c'était vraiment top. Parce que là, pour le coup, tu baignes dans un monde culturel différent. Tu es quand même dans un milieu pro. J'étais dans une boîte qui était jurassienne, qui fabriquait qui avait une unité de production de lunettes en Indonésie. Et j'ai bossé sur 2 projets qui étaient très sympas. Comment tu avais réussi à rentrer ? En fait, j'avais mis des annonces de comme quoi chercher un stage à l'étranger, et j'avais trouvé. Alors, j'avais soit un stage chez c'était pas Areva, c'était une filiale d'Areva, quoi, à Mâcon. D'accord. Soit là-bas. Et génial. Franchement, le sujet en Indonésie, puis de toute façon, je voulais partir. Et tu avais eu l'habitude de voyager comme ça, enfant ? Non, pas. Si, quand même un peu. Je voyageais. Si, j'allais. Si, parce qu'en fait, j'allais souvent en Israël pour des raisons personnelles. Et en fait, j'adorais prendre l'avion. Je me débrouillais tout seul. Voilà, j'avais pas trop de thunes, donc à chaque fois, je prenais des espèces de transit de ouf dans les pays de l'Est avant d'atterrir à Tel Aviv. J'allais un peu au Maroc aussi. Mais pas trop de longs courriers, quelques-uns, mais pas la folie, quoi. Et là, j'ai les révélations pour les voyages. Donc c'était génial. Le goût de l'aventure, déjà. Ouais. Donc 6 mois de stage et puis de la vadrouille un peu. Et donc j'ai bossé sur deux projets sur de la lunette. Un pour Salomon, pour des lunettes de trail d'ailleurs qui sont sorties après. Et un pour Tag Heuer,
À l'époque, Tag Heuer faisait encore des lunettes, des magnifiques lunettes. Et donc il y avait un espèce de ce qu'on appelle du surmoulage, c'est-à-dire qu'on vient enrober une branche de lunettes qui était en titane avec un polymère. Et la particularité de cette lunette-là, que j'ai adoré d'ailleurs, quand je suis rentré en Europe, j'en ai acheté une paire, et c'est qu'elle n'avait pas de charnière. D'accord. Voilà. Donc en fait, tu avais une continuité de métal qui était enrobé de plastique au niveau des oreilles, mais et donc que du titane. Donc c'est magnifique d'un point de vue technique, c'était chouette quoi. Génial. Voilà. Et puis j'ai trouvé un boulot à Grenoble quand je suis rentré avec des interactions à l'étranger. Donc je voulais me déplacer. Et c'est là que j'ai commencé à faire des achats. Ouais. Un des postes les plus importants dans une entreprise qui est fabless, c'est-à-dire qui n'a pas de moyens de production, qui achète des moyens de production et qui les positionne à droite à gauche. Donc là, tu es parti sur quelque chose de complètement différent. Tu es sorti de la prod. Je suis sorti de la prod, mais avec des achats hyper techniques, parce que j'avais un panel de process industriels qui était hyper large. D'accord. De l'injection Zamac, de la fonderie d'aluminium. Donc l'injection Zamac, c'était en France et en Tunisie. La fonderie d'aluminium, c'était en Chine et en Tunisie aussi. J'avais de l'injection plastique. J'avais de la découpe. J'avais de la découpe à haute cadence. J'avais de la découpe de pièces Galva en Asie aussi. Donc j'allais tous les mois et demi, 2 mois en Chine. Donc pareil, nouvel environnement de travail que je connaissais pas du tout. Je suis arrivé, j'avais un budget de 5-6 millions d'euros de chiffre d'affaires achat. Mais 80% des interlocuteurs étaient basés en Asie. Et donc, nouveau challenge quoi. En fait, je pense qu'à partir de l'école d'ingé, j'ai voulu me fixer des challenges à chaque fois. Et donc ça a duré 10 ans, j'ai créé le département achat et quand je suis parti, j'avais 50-60 millions d'euros d'achat. Quand je suis arrivé, en fait, la boîte faisait en chiffre d'affaires vente, elle faisait 13 millions, quand je suis parti, elle faisait 180 et là maintenant elle faisait 250. La progression. Ouais, un truc de ouf. Donc en fait, j'ai toujours été habitué à bosser en régime turbulent, c'est-à-dire qu'à peine j'avais embauché quelqu'un, à peine j'étais déjà en souffrance en pénurie. Donc là, tu as été en apprentissage de management finalement. Ouais. Tu as grandi avec la boîte. J'ai grossi avec la boîte, ouais. Et alors, un truc vachement important, quand je suis arrivé dans les achats, pareil, donc le premier jour, j'étais au téléphone avec des Indiens de Calcutta, alors laisse tomber l'accent. Et puis après, j'ai enchaîné avec des gens qui habitaient du côté de la frontière pakistanaise vers Lahore, là. Et pareil, ils avaient un accent à couper au couteau. Donc c'était génial. Mais il a fallu se faire à tout cet environnement-là. Alors, juste pour dire qu'au début, quand tu fais des achats, tu fais avec ton ressenti, voilà. Mais au bout d'un moment, je sentais mes limites théoriques, parce que je faisais des achats techniques, donc j'avais les compétences, j'étais en mesure d'appréhender tous les sujets sur lesquels je pouvais travailler pour le bureau d'études et les méthodes. Et pour la boutique, mais néanmoins, au niveau stratégie achat, je me suis senti vachement dépassé rapidement parce que négocier avec ses mains, ça a ses limites. Puis je sentais que j'avais pas la bonne approche et donc c'est là que j'ai repris pareil, des études en parallèle du mon taf à l'école de management de Grenoble. Là. C'est énorme. Ouais, et ça pareil. Et là, tu avais quel âge ? Et là, j'avais, c'était en 2009. Wow. Donc 2009, j'avais 27. Ouais, parce que je suis sorti de l'école nager un peu tard, quoi. 25, bah oui, mais c'est génial quand même de retourner comme ça, faire une formation. Ouais, 25 ou même à 26, ouais, c'est ça, 2009, ouais, c'est ça. Donc je suis sorti à 26, c'est 2009, ouais. Donc là, pareil, pendant 18 mois, en cours du soir, là, c'était intense. En plus, en parallèle de mon taf et des embauches, tout ça, de la montée en puissance de la boutique, les achats, c'était à peu près entre 60 et 80% du chiffre d'affaires vente, quoi. D'accord. Donc, il y avait 20% de croissance chaque année. Donc, il a fallu effectivement structurer d'un point de vue managérial le département, parce qu'au début, j'étais tout seul. Puis après, j'ai dû créer le département achat. D'accord, vous étiez combien au final ? Et à la fin, quand je suis parti, j'avais un bonhomme à Hong Kong et j'avais 4 acheteurs. D'accord. Donc, on était 6 avec moi. Ouais. Voilà. Donc là j'ai repris l'école j'ai fait une formation de management de la fonction achat justement pour m'aider à comprendre comment établir une stratégie et puis surtout la mettre en place et puis piloter aussi un département parce qu'il y a un service quoi. Alors ça t'apprend pas le management à gérer des bonhommes, après c'est un peu ressenti et puis
on échangeait vachement avec mes collègues des autres départements. On est 3 à être arrivés en même temps, à peu près le même âge, avec des départements clés de la boîte. Un qui était en indus, un autre qui était en logistique, et puis moi aux achats, quoi. D'accord. Donc on est arrivé tout seul, on a créé chacun des départements, et puis on s'est auto-aidé pour le management. Alors chacun avait ses méthodes, sa façon d'aborder, sa vision du management, mais en tout cas on s'est changé quand même les bonnes pratiques, quoi. Voilà, donc ça a duré 10 ans, et puis en fait j'avais envie de créer quelque chose de mes propres mains. Alors qu'est-ce que ça a été le facteur déclenchant pour toi ? Alors le facteur déclenchant, c'est que déjà il a fallu que j'identifie qu'est-ce que j'avais envie de faire et quel métier j'ai envie de faire et sur quel créneau. Alors ce qui était sûr, c'est que je voulais bosser dans l'industrie pour une raison simple, c'est que je me sentais, j'avais plus confiance en moi pour bosser dans l'industrie que sur un autre métier, tu vois, en tertiaire ou... Parce que déjà tu changes de monde, au lieu de t'asseoir à table tous les jours et puis avoir un salaire à la fin du mois et puis manger à ta faim, tu changes d'environnement, donc t'es plus dans un truc qui est cadré ou t'es sécurisant, quoi. Donc il me fallait quand même, au-delà même du côté entrepreneurial, il me fallait quand même un endroit où je me sente suffisamment à l'aise. Pas en confiance, mais suffisamment à l'aise pour me dire, voilà, tu peux y aller. Donc ça, c'était le premier truc. Le deuxième, c'était trouver... En fait, au départ, je voulais racheter une entreprise. Deuxième côté, où tu te dis, tu crées pas un truc, mais tu reprends quelque chose. Donc il y a déjà une vie dans une société. Alors, à contrario, il y a un passé et un passif. Oui, complètement. Voilà, donc voilà, il y avait un challenge sur le passé de la société, le passif de la société, mais néanmoins il y avait déjà une structure, un socle, qui faisait qu'il y avait des bases, tu pouvais te caler sur ce rythme-là, sur cette modalité-là, la métamorphoser avec un accompagnement, pas créer une rupture, mais la modeler en faisant monter en compétences. Tout le monde, je dis, monter en compétence, c'est pas dans le sens pédant du mot. Non. Je vais l'expliquer derrière, mais l'accompagner pour la faire monter en puissance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, j'avais comme cible une boîte de mécanique. D'accord. Ok. C'est dans ce sens-là que je le dis, parce que et des boîtes de mécanique, parce que j'avais fait une étude de marché sur ce milieu-là, et ce qui m'intéressait, c'était une boîte de mécanique qui était intimement liée au monde de la plasturgie. D'accord. Voilà pourquoi. Et le profil et la cible de ces structures, c'était des boîtes qui ont été montées pour la plupart par des baby boomers qui ont toujours entre 55 et 65. Et donc c'est des gars qui ont monté cette boîte-là, qui sont toujours patrons, donc structure pyramidale, avec une population qui est à peu près du même âge que le patron à l'atelier, au bureau d'études et tout ça. Et donc faire monter en compétence, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que faire prendre le virage de ce qui se fait aujourd'hui. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc j'ai essayé de racheter une société qui était à côté de Saint-Marcelin et j'étais face à des industriels. Donc j'avais pas le même pouvoir d'achat, donc ça n'a pas pu se faire. Puis c'est très compliqué quand tu arrives devant les banquiers. Alors. Monter le dossier. Etc. Alors justement, je m'étais armé un peu comme cette histoire d'école de commerce pour avoir un peu plus de billes dans les achats. J'avais fait une formation dans une association qui s'appelle le CRA, les cédants et repreneurs d'affaires. D'accord. Ok. Et donc j'ai passé 3 semaines en formation à Lyon avec eux et on est passé devant des avocats, devant des experts comptables. Ils nous ont fait faire plein de cas d'études de dossiers. D'accord. Ils ont mis dans des situations un peu inconfortables pour être sûr qu'on avait bien toujours l'envie au bout de ces 3 semaines de vouloir racheter une société. C'est hyper important parce que c'est pour ça que je l'ai fait. C'est génial. Et ça, tu l'as fait en parallèle, tu étais encore salarié ? Oui, et c'est même mon boss qui me l'a payé cette formation. Mais génial. Ouais, trop sympa. D'accord. Donc il était au courant de tes projets ? Oui, je lui avais clairement exprimé que je voulais quitter la société. Alors, parce que j'avais aussi, ce qui m'a le pulse aussi, c'est que j'étais plus forcément en phase avec la façon dont était managée la politique globale de la structure.
ça faisait 10 ans que je bossais dedans. Alors, j'ai pas la prétention d'avoir fait le tour de la question parce que vu les croissances chaque année, tu peux pas te permettre de dire. C'est très compliqué. Ouais. Non, c'est compliqué d'accompagner la boutique, mais c'est surtout que tu peux pas dire que tu avais fait le tour de la question parce qu'en fait, chaque année, il y avait des nouveautés, des croissances externes, des trucs. Donc en fait, non, j'avais pas fait le tour de la question, mais je voulais changer un peu d'environnement. Et puis j'étais pareil, ça faisait 10 ans, j'avais 32, 33 ans. Et en fait, c'est le bon âge. En fait, t'es encore un peu con dans ta tête pour dire. Un peu fou. Voilà, tu dis, allez, t'es chaud. De toute façon, quoi qu'il se passe, ça marche pas. C'est une expérience parmi tant d'autres. Ouais. Forcément, t'auras appris plein de trucs. Mais bon, si ça marche pas, il y a des raisons pour lesquelles ça va pas marcher. Peu importe, c'est pas l'objet de la question. Mais néanmoins, tu perds quoi? Tu perds rien en fait, tu peux retrouver un boulot tout de suite. Moi je pouvais retrouver un boulot dans les achats sans aucun souci. Donc en fait je me suis dit c'est le moment, c'est l'opportunité. Si au pire tu fais une bêtise, ou ça marche pas, peu importe, tu pourras retrouver un job derrière. Ouais. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit voilà, j'avais envie de changer de boîte. J'avais pas forcément envie de faire, à l'instant T j'avais plus envie de faire des achats, mais j'avais envie de racheter quelque chose. Donc j'ai étudié un dossier, 2 dossiers, 3 dossiers, et puis ça l'a pas fait. Élément extrêmement important, même si je rachetais une boîte, je voulais m'associer. D'accord, pourquoi? Parce que, pareil, aujourd'hui, je trouve que c'est impossible pour moi de créer une boîte et d'être seul dirigeant. D'accord. Il y a tellement de sujets divers et variés. Avant de faire le stage de CRA, j'étais déjà sûr que je voulais m'associer. Tu étais convaincu? Oui, convaincu. Okay. Quand je suis arrivé au CRA, pendant les stages de 3 semaines, on a fait un tour de table. Direct, j'ai dit, moi, je recherche un associé. Mais tu savais pas qui? Je savais pas qui. Tous les gars qui étaient au CRA, non, moi, je montais ma boîte. En fin de compte, on a fini au bout de 3 semaines. Il y a eu, et au bout de 3 semaines, il y avait déjà les 3/4 du groupe qui voulaient s'associer. Et en fait, moi, je leur avais expliqué pourquoi je voulais m'associer. Oui. C'est un peu comme, c'est pas cette peur comme pour les achats, mais faire une formation pour apprendre la stratégie. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, la stratégie d'une structure, c'est plusieurs personnes parce que tu peux pas être à la fois aux achats, à la technique, à la vente. Tu peux pas tout maîtriser. Et puis en plus, il y a que 24 heures dans une journée. Et puis que tu peux pas tout faire. En tout cas, moi, je suis admiratif de ceux qui se sont lancés là-dedans et qui se sont dit, je vais tout faire. Donc forcément, si tu voulais racheter une boîte, déjà, au niveau du pouvoir d'achat, on était 2 à amener du cash. Et en plus, il y en a un qui prenait la partie technique directe et l'autre qui prenait la partie administrative. Et quand tu arrives, admettons que tu rachètes une boutique, déjà, tu passes du statut de salarié à patron de boîte, et d'un coup d'un seul, tu dois maîtriser un certain nombre de sujets que tu ne maîtrisais pas 2 secondes avant quand tu faisais le pas ou quand tu étais encore salarié. Même si tu as fait des stages, des machins, des trucs, tu arrives dans la vraie vie là. Et voilà. Et donc, je voulais que déjà, il y ait un partage de tâches qui fasse qu'on puisse se focaliser chacun sur des métiers. Parce que la boîte de méca, il y a quand même la partie technique, puis il y a la partie administrative et commerciale, achat et autres, parce qu'il y avait une partie achat. Et donc, c'était mieux que chacun pilote direct son truc et qu'au moins, déjà, on avait défini qui faisait quoi, on ne se marchait pas sur les plates-bandes. Et donc, j'ai trouvé un autre associé et c'est là après ces 3 études de cible, on s'est dit, on va créer. On va créer, mais j'avais un contrat déjà. D'accord. Voilà, j'avais l'assurance d'avoir un business. Ouais. Et comment t'as fait pour trouver le contrat? Avec mon ancien boss. Ah oui. Ouais. Même si on avait des points de vue divergents sur la stratégie de la société, l'ancienne boutique pour laquelle je bossais, c'est pas pour autant qu'il nous a lâchés. Moi, il savait quelle cible je voulais acheter. T'étais sur une activité complémentaire. Et c'était un point problématique de mon panel fournisseur. Ok. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je voulais. T'as vraiment senti le marché. Oui, et c'est pourquoi je me suis associé avec quelqu'un avec lequel j'avais bossé sur des projets pour mon ancienne boîte. D'accord, donc tu l'avais connu que je connaissais, que je connaissais, qui m'avait été conseillé par 2 structures différentes qui avaient bossé avec lui aussi. Et d'accord. Voilà. Et donc mon boss était relativement confiant entre mon associé et moi pour démarrer le projet. Donc en fait on n'est pas parti à l'aventure sans avoir borné le truc, tu vois. On avait à peu près notre brevet de pilote avant de décoller, quoi. Ouais.
Mais du coup, tu avais un contrat véritablement signé. Pas signé parce que la structure dès qu'on a créé la structure, on a eu le contrat un mois après. Ouais. Okay. Le temps de faire les négos en Asie et rouler. Par contre, on avait une obligation, donc c'était contrat de 21 moules. Donc d'ailleurs, personne n'était capable dans la région de relever ce défi-là. D'accord. Ouais, donc et en fait, il nous a, on a eu la confiance, l'entièreté de la confiance de mon ancien boss pour lancer ce projet, qui était d'ailleurs le plus gros projet qui ait jamais été lancé à l'époque par mon ancienne boîte là. Et ouais, donc on a eu ce truc-là. D'accord. Et ça nous a aidé pendant quasiment 12 mois quoi. En parallèle de chercher parce que c'était 600 000 € la première commande. Oui. Ouais, donc ça nous a satellisé et puis on avait chacun l'ARE aussi, hyper important ça pour démarrer. C'est sûr. Alors l'ARE, oui. Rupture conventionnelle, ouais. Donc on avait 24 mois de chômage, ça c'est fantastique d'ailleurs. On a beaucoup de chance en fait. Ah ouais, on se rend pas compte. Moi j'étais très content de payer mes impôts en tant que particulier, mais en tant que professionnel aussi, sans aucun souci quoi. Rien que pour ça. Et donc avec ces commandes-là, on a pu mettre du cash de côté, embaucher du personnel et puis monter un petit atelier parce qu'on avait l'obligation, quand les outillages qu'on fabriquait en Chine, quand ils revenaient sur le territoire français, qu'on puisse accompagner tout ce qui était maintenance et autres, mise en production de ces outillages en France. Ok. Voilà. Ok. Ton associé, du coup, quand vous êtes lancé, vous avez choisi la structure juridique, vous étiez accompagné pour ça En fait, moi j'avais déjà avec le CRA, une idée précise, je voulais une SAS. Ouais. En fait, il y avait pas mal de gens tous les experts comptables nous conseillaient de monter en SAS et pas en SARL, en tout cas au CRA quoi. Moi à l'époque, je me suis fié à ça, j'avais discuté avec des bons nombres de fournisseurs, de patrons de boîtes, mes anciens fournisseurs, qui étaient quasiment tous en SAS, voilà, et puis je voulais pas me jeter dans la bataille du RSI. Oui, du RSI qui était à l'époque, en fait, il y avait déjà pas mal de challenges pour nous, et voilà, donc on s'est dit, SAS, on aura des bulletins de salaire. Et alors, avec l'associé, comment vous avez fait pour vous partager les tâches, pour sécuriser, parce que finalement c'est un mariage. Ah oui, c'est un beau mariage. Ouais. Comment vous avez fait? Vous avez fait un pacte d'associés directement? Oui, on a fait le pacte d'associés dans les statuts, voilà. Ouais, okay. Exactement. Okay. Donc ça a été rédigé, en fait, j'avais déjà sélectionné un avocat spécialisé dans les rachats d'entreprises sur Grenoble. D'accord, super. Voilà, qui m'a été conseillé par CRA, mais pareil par des échos, parce que le milieu grenoblois est quand même assez petit, mine de rien. Très, très reconnu dans la place pour les rachats d'entreprises, même pour les créations, voilà. Et puis un expert comptable d'un de mes plus gros fournisseurs de l'époque aussi, voilà, qui n'était pas une grosse structure, mais qui était suffisante et qui connaissait bien le milieu de la plasturgie aussi. Voilà. Okay. Et l'assureur, très important aussi, qui est le frère de mon meilleur ami. Voilà. Génial. Et qui est très bon aussi, très bon en place. Des histoires de relations. Oui, c'est toujours des histoires de relations. Et puis avec ces 3 conseils, on est parti à l'aventure, quoi. Ouais. Mais hyper important de se faire traiter. En tout cas, le CRA nous a rabâché pendant 3 semaines ça. De toute façon, c'est quand même les conseils qui vont vous aider. Après, il y a les banquiers, mais les banquiers, ça reste, c'est encore un autre monde. Et voilà, donc même si ça reste un élément important dans la structure, voilà, dans dans l'évolution de ton entreprise, c'est pas ceux sur lesquels tu peux compter, ça c'est clair. J'ai appris ça en 3 ans. Donc ton entreprise, finalement, tu l'as lancée en 2019 2018, ouais. 2018. Juin 2018, ouais. Là, tu as fait on a fait 3 bilans, ouais, parce que le premier bilan était sur 18 mois. Ouais. Parce qu'en fait, on a commencé en juin. Et on pouvait pas en fait on savait pas où on allait aller, qu'est-ce qu'on allait facturer, et donc on a préféré passer l'année d'après et puis tirer jusqu'à décembre. C'était plus serein pour tout le monde. Ouais. 3 ans, ça passe vite. La société a quand même très bien grossi. On est 8, bientôt 9, ouais. Ouais. C'est déjà énorme. Au niveau chiffre d'affaires, tu as quand même des chiffres qui sont... Ouais, on a frôlé 1,3 million, on est un peu en dessous, ouais. En l'espace de 3 ans. En l'espace de 3 ans, ouais, c'est pas mal, ouais. C'est quand même un très beau chemin. Merci. Si on parlait
de fierté justement ou de succès. Toi, qu'est-ce que ça a changé pour toi, enfin justement ce parcours de 3 ans? Est-ce que tu as un moment à nous partager, un moment fort dont tu as été particulièrement fier? Le premier gars qui nous a rejoint déjà. Ouais. Parce qu'en fait, c'était un gars qui avait 6 ans d'expérience. D'accord. Qui est un pur technicien. Et en fait, on l'a embauché, on était dans une pépinière, dans un petit bureau, dans une zone industrielle. Donc il a fallu le convaincre, et il a voulu se le challenger, voilà, et puis se faire challenger aussi. C'est génial. Voilà, c'est ça le premier moment qui a été important pour nous, c'est la création de poste, et de se dire, nous on est 2 dans l'aventure, mais en fait on ne peut pas être que 2. Parce qu'une société, c'est fait d'un certain nombre de personnes. Si on prend l'exemple de la production comme nous, s'il n'y a pas de tech, s'il n'y a pas d'atelier, on ne vend pas de produits. Donc c'est pas parce que tu as 2 boss qui ont le sourire aux lèvres le matin que ça fait fabriquer des produits, quoi. Et nous, on avait des velléités dès le départ de créer un atelier et de faire de la fabrication française. Et donc il nous fallait structurer la société pour ce faire. Et le premier emploi, le premier gars, celui qui a envie de se challenger, voilà quoi. Puis en plus, lui, il n'avait pas du tout de management. Il était tech en usinage et on lui a demandé de créer un atelier de toutes pièces, quoi. Ah, c'est génial. Donc on a bossé ensemble sur les achats, c'est lui qui a choisi les machines. Ouais. Et voilà, donc on avait... Il n'y a pas de lien de management particulier parce qu'en fait il s'autosuffit, et on était plus là en mode discussion et en mode création d'entreprise. Et il était là pour mettre il apporte sa pierre à l'édifice, quoi. Donc en fait... le courant est passé tout de suite, et puis il s'est senti aussi investi que nous on pouvait l'être au quotidien. D'accord. Vous avez réussi à l'investir. Et puis d'autant que nous on était payé par l'État à l'époque et lui était payé par un ATK. Donc c'est dur. Donc c'est génial, quoi. Ouais. Et la structure s'est étoffée avec le même état d'esprit. C'est-à-dire que chaque membre qui est rentré avait des tâches particulières, une autonomie qui était pléthorique, mais avec des responsabilités qui faisaient que ça le rendait, ça rendait son quotidien, ça rend son quotidien challengeant. Mais des trucs des personnes qui auraient jamais, entre guillemets, pu faire ce qu'elles ont pu faire depuis qu'elles sont chez ATK, voilà, quoi. Parce que on leur donne carte blanche pour faire évoluer la structure. C'est marrant, nous en tout cas avec Lucien, on a comme état d'esprit, c'est que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive dans la structure, en fait il est là pour nous apprendre des trucs. Nous on sait faire des trucs, mais s'il y a quelqu'un qui rentre, c'est parce qu'on a un besoin, il y a une nouveauté et qu'on a un besoin de quelqu'un pour renforcer la structure, mais pas la renforcer la structure, juste mettre une nana ou un bonhomme à un poste pour qu'il fasse ce qu'on lui dicte. C'est qu'il est là pour nous faire grandir, en fait. Et parce que lui, il a des compétences qu'on n'a pas, qu'on n'a plus ou qu'on n'a pas encore, et donc il est là il amène une brique, tu vois, un peu comme Tetris, quoi. Comment vous faites justement avec Lucien pour être raccord sur les valeurs que vous avez tous les deux et ce que vous voulez mettre comme valeur dans la boîte et avoir une stratégie en commun qui vous ressemble à tous les deux? Déjà, on a un état d'esprit qui est identique. Ouais, c'est pas évident pour se retrouver. Ouais, c'est sûr. Après, on a à peu près la même taille, on a 10 ans d'écart. Ah non, il est carrément plus vieux, 14 ans. Il est beaucoup plus mature que moi. Il avait déjà 2 enfants, moi, quand on s'est connus, il n'avait pas encore de loulou, et voilà, quoi. Donc en fait, il avait... moi, j'étais un peu le chien fougueux, tu vois, qui a envie de partir dans tous les sens, tout jeune, quoi. Tout jeune, ouais. On verra ça après. Voilà, fougueux, tu vois. Et Lucien, lui, est vachement posé, hyper pragmatique, voilà. Et donc en fait, moi, quand je pars là, lui, il me récupère, vu que lui, il est à la fois pragmatique, mais en même temps, il est vachement dans la lune. Tu vois, tout le monde est bon, tout le monde est intéressant, voilà. Et moi, je
je le redescends un peu parce que il est à la fois pragmatique dans ses prises de décision, mais en même temps il est un peu lunaire dans sa façon d'être au quotidien. Okay. Et moi, par contre, je suis hyper pragmatique dans le quotidien, mais je suis pas du tout lunaire. Donc en fait, on se complète. On se complète. D'ailleurs, au début, moi, vu que c'est moi qui voulais créer, que je voulais aller chercher, je voulais faire du 70-30, je crois. D'accord. Et puis en fait, j'ai rediscuté avec mon ancien boss et puis d'autres potes qui ont des boîtes. En fait, il m'a dit de la façon dont vous voyez la boutique, c'est pas un 70-30 ou un 60-40 qu'il vous faut, c'est un 51-49. D'accord. Et donc juste avant de... Vous êtes parti comme ça. Ouais, juste avant de créer quand on a créé ATK, en fait, je lui ai dit, on va faire autrement, on va faire 51-49. Et donc c'est équilibré, dans le sens où psychologiquement il y a 1% d'écart, donc c'est rien. Et en termes de prise de décision, on a chacun dans les statuts en tout cas, on a défini de telle façon que voilà, il faut que la décision elle soit partagée. Bon, forcément il y en a un qui prendra le lead puisqu'il y a un pourcentage qui est supérieur à l'autre. Oui, mais c'est quand même borné de telle façon qu'il n'y ait pas de divorce. Si le divorce il devait être consommé, il serait propre. Parce que on a fait, entre guillemets, c'est expliqué dans la façon dont chacun pourrait sortir. Mais par contre, c'est fait de manière vraiment intelligente. Voilà. Et en plus, le ratio fait qu'il n'y en a pas un qui a un pourcentage plus élevé parce que déjà notre charge de travail, elle est équivalente. Et donc ça aurait été dommage qu'il y en a un qui est plus que l'autre alors qu'à ISO charge de travail. Voire à l'époque, c'était même Lucien qui avait une charge de travail qui était beaucoup plus élevée que la mienne. Parce que c'était au départ beaucoup plus technique et c'est lui qui bossait sur l'aspect technique et moi j'étais plus sur l'aspect gestion, relation client-fournisseur. Alors c'était quand même, il y avait du boulot parce que on allait en Chine une semaine et demie par mois pendant 10 mois quoi. Donc ça a été intense, mais mine de rien voilà, donc c'était pour que ça soit le plus propre possible et que le socle soit le plus le plus équilibré possible. On est parti comme ça quoi. Et donc voilà, donc ça pose déjà le décor sur mon état d'esprit au départ de la création de la société, puisque c'est moi qui avais le lead dans l'idée. Mais après, vu qu'on était associés, et ben voilà, on a coupé, on n'a pas fait 50-50, mais on a fait 49-51. Voilà. Et après, effectivement, c'est l'état d'esprit qui compte et l'envie de la même approche sur le management de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise et la façon dont on a envie d'emmener la structure avec les personnes qui viennent étoffer la structure. Voilà. Donc une fois qu'on avait ce triptyque-là, voilà, bah maintenant chacun le nourrit toujours de la même façon en fait. Chaque fois qu'il y a une nouvelle embauche, on partage ces mêmes valeurs et la personne que l'on embauche doit partager les mêmes valeurs que nous et si elle a du management, voilà, ça doit être, on doit être transparent, c'est-à-dire que on pense tous la même chose. Il a notre façon de penser, on a la sienne et voilà. Donc on est sur la même sur le même terrain, en fait. On navigue sur la même mer, quoi, et dans la même direction. C'est hyper intéressant. Ah ouais. Quand tu étais enfant, tu avais ce trait de caractère, justement, de détermination, le goût du challenge. Comment tu te serais décrit ? Eh ben, j'ai peu de souvenirs de quand j'étais gamin. Franchement. Mais par contre, si, vu que je passais des heures à jardiner avec mon grand-père et que mon grand-père était un bon businessman, c'est pas mes parents qui m'ont aidé dans le côté business, quoi, qui m'ont aidé, pas dans ce sens-là, mais... Ils sont sur une profession médicale. Ouais, les professions médicales, ils sont pas là pour faire du biz, quoi. En tout cas, eux, ils se bossaient tous les deux à l'hosto, ils étaient pas en clinique, quoi. Donc ils n'avaient pas cette notion de rendement, quoi. Ah bah complètement. Et toi, justement, tu as des modèles qui t'ont guidé un peu vers l'entrepreneuriat, parce que c'est quand même assez jeune, finalement, que tu t'es tourné là-dedans. Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont inspiré ? Eh ben, alors, il y a déjà mon grand-père, parce qu'il me parlait tout le temps de business, de ses clients, de ses trucs. Qui était chef d'entreprise. Ouais. Qui était. Et c'est franchement, il était ce qu'il était, mais c'était un mec qui devait en business, qui devait être super fort, quoi. Parce que moi, j'ai des souvenirs de gamin, j'avais 6 ans, 8 ans, quoi, 10 ans, 12 ans max, je crois. Ouais, c'est peut-être un peu plus âgé, mais il parlait de ses clients et de la boîte, c'était toujours incroyable que en fait je me suis dit
peut-être que... Ça t'a donné envie. Ouais, ça m'a donné, au fond de moi, ça m'a peut-être révélé des trucs. Et après, au niveau de challenge, j'aimais bien le sport. J'aimais bien me challenger au niveau du sport. Alors, t'es un grand sportif? Ah, peut-être pas, non, quand même. Mais tu le dis pas trop. J'aime bien faire du sport, par contre. Si, tu le dis pas trop quand même. Il y a quand même des choses un peu folles que t'as fait. Ouais, mais en fait, sport. les choses les plus folles, je pense que je les ai faites, en tout cas, quand j'étais gamin, parce qu'en fait, quand j'étais gamin, j'habitais à Lyon, et mon père habitait à Annonay, tu vois. Oui. Et de temps en temps, je piquais le VTC de ma mère. Oui. Je partais de la Croix-Rousse, et j'allais à Annonay en vélo. Juste pour le délire, mais t'avais quel âge? Et ben j'avais pas encore de scoot, donc ou alors c'était aux alentours de mes 14 balais. Pas de casque, à l'époque on s'en foutait, pas de pompe à vélo, pas de chambre à air, pas de téléphone portable. Et enfin, ça te prenait comme ça, tu partais. Ouais, il y avait 80 bornes, non, c'est rien du tout, 80 bornes, mais bon, c'était le délire quoi. Donc t'as quand même la détermination. Ouais, c'était l'objectif, c'est des challenges en fait. T'as le goût du challenge quoi. Ouais, c'est ça, en fait, c'est plus l'entrepreneuriat, je pense que c'est des challenges que tu te fixes. Et qu'est-ce que tu as eu justement comme difficulté sur ces 3 dernières années? Alors là, ouais, gérer une boîte là, ouais, ça te met des bonnes doses de stress. Alors j'étais déjà sous perfusion de stress avec l'ancienne boutique parce que 30%. T'étais très investi. Ouais, j'étais super investi. En fait, je bossais comme si c'était ma propre boîte en fait. Et émotionnellement, ouais, j'étais vachement investi. Donc et physiquement aussi quoi. Donc c'était vachement éprouvant. Donc en fait, il y a eu une espèce de continuité, mais le stress, en fait, je me suis rendu compte que c'était plus le même une fois que mine de rien, quand tu dois verser des salaires à des gens. Que tu te verses ou que tu ne te verses pas de salaire, c'est ton problème. Oui. En revanche, quand il y a des personnes qui bossent avec toi et que tu dois verser des salaires à la fin du mois, là, c'est plus la même donne, quoi. Et ce facteur de stress, il est là parce que non seulement tu dois développer la structure en termes de chiffre d'affaires, de marge, machin, bon, voilà, le truc, le cas classique de l'entreprise. Par contre, tu parles de chiffre d'affaires, mais c'est la marge et les commandes clients qui payent tout le monde, quoi. Exactement. Qui payent les gars, qui payent les fournisseurs et tout le monde, et les frais fixes de la boutique. Et ça, c'est un facteur de stress parce que, mine de rien, on a créé en 2018, puis arrivé ce qui est arrivé. Et alors, parlons-en de ça aussi. Comment t'as ressenti les choses? Alors, justement, moi, ça m'a stressé. En fait, ça m'a pas stressé pour ATK parce qu'en fait, on s'est jamais arrêté de travailler. Donc le Covid, en fait, tout s'est arrêté d'un coup parce qu'on avait quand même à l'époque, le plus gros client c'était les télécoms. Donc là, ça continuait à tourner. Par contre, on avait notre deuxième plus gros client qui était dans l'automobile et là, il y a eu un certain nombre de clients qui ont arrêté, je sais pas, 2 ou 3 mois, je me souviens plus, mais ouais. Donc là, c'est passé de 1 à 0, tu vois, en mode binaire. Okay. Et en plus, à l'époque, juste avant le Covid, on a signé une grosse commande avec notre deuxième plus gros client qui était dans l'automobile. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a eu, et on bossait encore vachement avec la Chine, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le Covid en Chine et tout s'est arrêté Chine pendant 1 mois. Là, et en fait, le Covid est arrivé 1 semaine après, et notre client nous avait passé cette fameuse commande et qu'on devait produire en Chine. Et en fait, il s'est avéré que on a dû prendre la décision, alors qu'on savait pas que le Covid allait arriver en France, de faire fabriquer en France. Parce qu'on s'est dit, si la Chine est bloquée 2-3 mois, on va pas pouvoir tenir nos engagements vis-à-vis de ce client-là. Donc tu as réussi à anticiper. Donc on a bossé sur cette affaire-là. Alors on a bouffé notre marge, puisqu'en fait on a vendu à Isoprix, quoi. Okay. Donc c'est dans ce sens-là plutôt que ça a été chaud. C'était plutôt l'aspect commercial, parce que ça a été compliqué de trouver des nouveaux clients pendant cette période-là. Et puis ça a duré un certain temps quand même. Ouais. Donc, voilà. On parlait de management. Comment tu fais justement pour t'entourer des personnes qui ont justement les mêmes valeurs que toi? On parlait de fiches de poste tout à l'heure. Comment tu arrives à définir tout ça? En fait, c'est vrai que notre métier, c'est quand même chaud d'embaucher des techs en mécanique, et surtout en mécanique spécialisée, mécanique moule injection plastique. Nous, on met une annonce et puis on essaye de mettre une annonce qui est un peu différente de ce qu'on peut trouver sur le marché. D'un point de vue humoristique et autres, quoi. Il y a des points d'humour, on essaie de faire transparaître dans une annonce, alors ce qui est compliqué.
l'ambiance de travail, la façon dont on voit les choses et autres. Et d'un autre côté, ils ont un bon esprit aussi pour pouvoir rentrer sans jeu de mots dans le moule d'ATK, quoi. Et puis maintenant, avec le bouche à oreille, on arrive à voir des gars... à avoir la réputation directement. Alors la réputation, je sais pas, mais en tout cas, les gens savent comment on bosse, et dans quel état d'esprit, comment on fait confiance, le degré d'autonomie. Je trouve que ça se ressent pas mal sur votre site internet, vous avez fait une petite vidéo, et je trouve que ces valeurs-là, d'humanisme, passent pas mal. Il y a un autre trait de caractère qui est très fort chez toi, c'est ton humour. Ah ouais, comment tu arrives à le mettre au quotidien finalement, cet humour-là? Est-ce que tu arrives à le faire ressortir justement dans ta vie professionnelle? En fait, on voulait rendre ce métier de technicien, en tout cas chez ATK, quelle que soit la machine-outil utilisée, un peu différent de ce qui était fait dans les entreprises dans lesquelles nos gars ou nos futurs gars bossaient. Je dis cas, mais il y a une nana qui bosse chez nous aussi. C'est important, ça aussi. Parce qu'on n'est pas misogyne. Et donc, on a essayé de rendre le truc fun. Alors, fun pour plusieurs façons. Déjà, nous, à l'époque, on s'appuyait sur la sous-traitance en Chine. Donc, on a dit à notre chef d'atelier qui est arrivé, écoute mon pote, t'arrives début novembre, le 15 octobre, avant que tu sois t'es encore en poste, tu prends 2 jours de vacances, tu montes avec nous au plus gros salon de plasturgie au monde, on va en Allemagne. Donc on est parti en mission, j'avais chopé un hôtel en Autriche, le salon était en Allemagne, et puis il n'y avait plus de place en Allemagne parce qu'on s'était organisé au dernier moment. Et donc on a fait la tournée des Grands Ducs là-bas, on allait voir visiter des fournisseurs, on allait voir des machines, des trucs, et puis on a passé peut-être 20 heures en bagnole, donc il a fallu il a fallu qu'on se marre un peu, parce que 10 ans de bagnole aller, 10 ans de bagnole de retour, on va se faire chier, quoi. Donc voilà, et donc 15 jours après, je lui avais fait faire son passeport en parallèle, 15 jours après, et son visa, et on est parti en Chine. Et on est parti pendant 1 semaine et demie à 3 en Chine, donc le gars il avait jamais pris un long courrier. Et c'est là qu'on a commencé à se marrer, parce qu'il a découvert une nouvelle culture. Et puis en Chine. Et puis en Chine, c'est pas la culture occidentale. Ah ouais, c'est complètement différent. Et donc on a passé une semaine de ouf à bosser comme des fous. Et puis le dernier soir, on allait se mettre une énorme cuite à Hong Kong, quoi. Rooftop, binous en haut des rooftops, boîte de night et tout ça. Et c'était et donc on a été fun toute la semaine, quoi. C'était hyper fatigant, voilà, donc c'était un peu la touche ATK, tu as de l'autonomie, en plus il a une CB direct qui tape dans sa CB pour le tap qui tape sur le compte courant, donc tu lui fais confiance, tu changes un peu d'environnement de travail, tu donnes des responsabilités sur la création d'un atelier. On a appris à bosser tous les deux parce que moi je lui ai appris à négocier des machines parce qu'on allait choisir. C'est lui qui choisissait les modèles. On allait se déplacer chez les fournisseurs en France et à l'étranger pour aller chercher, pour aller voir les machines. Donc je lui ai appris à négocier. Lui il m'a appris toutes ces notions techniques de machine-outil que j'avais perdues parce que ça faisait, ça faisait 15. Vieux con, mais ça faisait 20 ans que j'avais pas mis le nez dedans, donc 15 ans, 20 ans. Quand même. Voilà, donc il a fallu qu'on apprenne à bosser tous les deux. Et puis en même temps, pour rebondir sur l'humour, quand il était dans l'avion, il s'endormait, quoi. Sauf que c'est les heures de travail, donc je le réveillais. J'adore. Ah ouais, un peu d'humour, quoi. Donc c'est ça l'humour. L'humour au quotidien, c'est se chambrer, se faire mutuellement confiance. Et puis en même temps, tu peux déconner. Moi, quand j'arrive à 9h parce que j'ai passé une sale nuit, il me défonce, quoi. Oui, mais il a raison. Papa, donc il a raison, quoi. Tu fous quoi à 9h, c'est quoi ces heures-là? C'est normal. Ça s'appelle la réciprocité dans l'échange. Moi, je le réveillais dans l'avion, ou même quand il s'endormait dans la bagnole en Allemagne. Là. Moi, mon pote, t'es pas payé pour dormir. T'es payé pour taffer, même si c'est des heures de travail, quoi. Non, mais il faut cette petite touche d'humour avec ce respect mutuel des fonctions. Alors nous, les fonctions, il faut voilà, mais des fonctions et puis de toute façon, on est tous là pour avancer. On fait partie de la même équipe et on regarde au même endroit, parce
nous, on a envie que la société soit pérenne. Lui, il a envie d'augmenter son pouvoir d'achat. Il a envie d'avoir plus d'autonomie. Il a envie d'avoir plus de responsabilités. Donc, et nous, on a envie que ça se passe comme ça, quoi. Donc, je parle de clients en autre chef d'atelier, mais c'est propre à tout le monde aussi, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on voit le management. Et en tout cas, ça marche bien à petite échelle. Peut-être que quand tu es 35, 40, c'est plus de la même façon qu'il faut aborder le truc. Mais après, tu changes, tu réorientes ta façon d'aborder le truc. Mais de toutes les manières, ça restera toujours dans le même état d'esprit. Parce que, voilà, avec une façon d'aborder les choses différemment, parce que tu t'abordes pas les trucs avec 5 personnes ou 10 personnes qu'avec 30 personnes. Ça, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, à humble et petite échelle, ça fonctionne bien. Si tu devais donner un conseil à Franck qui vient juste de se lancer. Régale-toi, quoi. C'est vrai. Régale-toi. On se régale. On se met un peu de stress, mais on se régale quand même. On se challenge au quotidien, en fait. Il y a toujours, en tout cas dans notre métier, chaque nouveau dossier, il y a un nouveau challenge technique, un nouveau challenge de délai. Il faut qu'on trouve des solutions tarifaires qui conviennent à tout le monde. Donc, en fait, on est en introspection au quotidien, quoi. Ouais. Et ça, cette remise en question, elle te permet de t'améliorer, et de te prendre et d'essayer toujours d'éviter de te prendre la tête. C'est l'amélioration au quotidien. Ouais. Ceux qui aiment le lean, ils se retrouveront là-dedans. Les prochains objectifs, si tu n'as pas de barrière, qu'est-ce que ce serait ? C'est toujours de bosser dans la mécanique, mais peut-être qu'un jour on fera du vin, quoi. C'est ta passion ? C'est pas une passion mais j'aime bien goûter des nouveautés, des nouveaux trucs, et je trouve que c'est un métier qui est noble parce que la mécanique, ça avance vite, très vite. Il y a quand même des challenges avec des nouvelles façons de fabriquer, des trucs. Il faut toujours que tu sois à la page de l'innovation, voilà. Alors que la vigne, ça vit au rythme des saisons. Tu as un effet d'une espèce de saisonnalité, et il y a des mecs qui ont craché dessus parce qu'ils vont dire attends mon pote, quand ça grêle ou quand il faut vendanger, le rythme. Mais alors, les saisons, il y a un bouleversement climatique qui fait que ça change la façon les saisons. Mais mine de rien, il y a un rythme qui est encore différent de celui de l'industrie. Et l'industrie et l'innovation dans laquelle on s'inscrit plus ou moins quand même. Et ça, avec toujours cette notion de fabrication et cette notion de travailler la terre, quoi, parce que j'avais du côté de mes autres grands-parents, ils étaient un peu plus dans le milieu agricole. J'allais dire agreste, mais c'est pas du tout le bon terme, agricole plutôt. Complètement. Agricole. Et donc ça c'est un truc que j'aimerais bien faire à un moment donné. Enfin, pas avec ATK, mais bon, on a plusieurs vies. Complètement. Donc, c'est peut-être un truc qu'on va faire. Ça. Bon. Tu voudrais rajouter quelque chose ? Régalez-vous, quoi. Régalez-vous. Bon, génial. Écoute, je te remercie beaucoup. Ouais. Et puis, si vous voulez des infos sur ATK, il y a les réseaux sociaux, on peut te joindre directement dessus. Ouais, www.atk.fr. On a réussi à racheter le atk.fr. Trop fan, ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas.